Le conflit dans la bande de Gaza entrera demain dans son 4e mois. Cette semaine, l'armée israélienne a éliminé le numéro 2 du Hamas. Alors cet assassinat ciblé, mené au Liban voisin, peut-il changer la donne sur le terrain? Peut-il affaiblir la branche militaire du Hamas? Et faut-il craindre les représailles annoncées par le Hezbollah libanais? On décrypte tout cela avec notre invité Jean-Paul Chagnolot, professeur émérite des universités et président de l'IREMO, l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient. Bonsoir et bienvenue sur TV5 Monde. Jean-Paul Chagnolot, l'élimination de ce numéro 2 du Hamas, Saleh al-Harouri, c'est un tournant dans l'histoire du Hamas? Non, je ne crois pas du tout. Vous savez, on a, dans l'histoire du Hamas, il faut remonter donc à sa création, c'est-à-dire en 1987-88, c'est-à-dire au moment de l'intifada, de la première intifada. Ça a été créé par un personnage qui était un frère musulman, ça vient des frères musulmans comme on le sait, qui était Cher Yassine. Et ce fondateur des frères du Hamas a été assassiné dans les mêmes conditions. C'était pas un drone, mais c'était un hélicoptère. À l'époque, il n'y avait pas de drone. C'était en 2004, en mars 2004. Son successeur s'appelait Al-Rantisi. Quelques semaines plus tard, il a également été assassiné par un hélicoptère dans les mêmes conditions. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, la France, les Européens avaient dénoncé cet assassinat ciblé. C'était un contexte très particulier et ils considéraient que c'était illégal. Et on pourrait prendre encore beaucoup d'autres exemples comme ça, d'assassinats ciblés, et ça n'a rien changé. Je veux dire que... C'est ça, ça veut dire concrètement que finalement le Hamas renaît toujours de ses cendres. Il y a toujours des personnalités au sein de la direction du mouvement qui peuvent remplacer ceux qui se feraient. Et pour vous donner un exemple très concret de ce que vous dites, un des collaborateurs proches du Cher Yassine, c'était un certain Ismaël Haniyeh. Or, qui est le patron aujourd'hui du Hamas, donc des années, enfin 40 ans plus tard ou 30 ans plus tard, c'est, parce que c'était son collaborateur des années 90, donc 30 ans plus tard, c'est Ismaël Haniyeh qui est le patron du Hamas. Donc, ce sont des coups tactiques à courte vue, mais qui n'ont rien changé. Alors ça peut peut-être, comment dirais-je, gêner effectivement la direction du Hamas, mais fondamentalement, quelle que soit l'opinion qu'on peut avoir du Hamas, c'est une organisation qui est ancrée dans la population palestinienne depuis 40 ans. C'est pas une organisation qui vient d'ailleurs, qui n'est pas comparable à certaines organisations, d'autres organisations terroristes qui viennent de nulle part. Là, nous sommes dans un ancrage et le tout dans un conflit qui est un conflit entre deux peuples et surtout l'idée d'un peuple qui veut son autodétermination. Donc on va éliminer, pour prendre des termes très, comment dirais-je, des euphémismes, on élimine. En réalité, on tue, on assassine quelqu'un, mais ça ne change rien au cours de l'histoire. Sauf dans l'immédiat d'un point de vue purement tactique, mais fondamentalement ça ne change rien. Oui, c'est ça, donc si je vous suis, en fait ça ne va rien changer dans la bande de Gaza, dans le rapport de force entre Israël et le Hamas, mais du coup ça veut dire, si on va plus loin, en suivant votre raisonnement, que finalement l'éradication du Hamas promise par Israël, elle n'est pas possible. Ça n'a pas de sens. On peut désorganiser les infrastructures, comme c'est fait actuellement dans des conditions terribles à Gaza. On peut effectivement tuer tel ou tel responsable, Sinwar, qui est le chef du Hamas à Gaza, Mohamed Deif, qui est le responsable de la branche militaire. Mais fondamentalement, cette organisation est très implantée. Je vous parlais d'Ismaël Haniyeh. Il faut savoir quand même qu'au moment des élections législatives, les seules qui ont eu lieu, c'était en 2006. Le Hamas a gagné les élections législatives et qui a été le Premier ministre à ce moment-là d'un gouvernement éphémère, c'était Ismaël Haniyeh. Donc vous voyez, en fait, on est dans cette espèce de tunnel sécuritaire et dramatique et mortifère, alors qu'il faudrait voir plus loin et comprendre que ce sont des questions politiques et qu'on ne pourra les régler que par des négociations politiques, que par des règlements politiques. Ce que commence à comprendre la communauté internationale, en parlant de la solution à deux États, on va peut-être y revenir, mais il est bien évident qu'aujourd'hui, on est complètement dans ce tunnel et du côté israélien, manifestement, ils ne savent pas où ils sont, ils ne savent pas où ils vont. Ils vont dans cette guerre, ils ont parlé d'une guerre d'une année, enfin, mais aucune espèce de perspective politique. Et par conséquent, on va nulle part, avec comme conséquence immédiate pour les Gazaouis des choses absolument dramatiques dont on n'a pas vraiment complètement idée. 22 700 morts, hein, selon le... Combien ? 22 700 morts. Sans compter les disparus qui sont dans les décombres des bâtiments qui ont été bombardés par Israël. Alors je voudrais qu'on revienne un instant sur le profil de Saleh al-Harouri.
Harouri, hein, ce numéro 2 du Hamas, parce qu'on a vu qu'il a été assassiné par Israël, parce qu'on a vu après sa mort des protestations à Ramallah, des rassemblements dans son village natal en Cisjordanie. Comment est-ce qu'il était perçu par les Palestiniens? Qu'est-ce qu'il incarnait pour le peuple palestinien? Il incarnait beaucoup de choses. Moi, je connais assez bien ce territoire de la Cisjordanie. Gaza, c'était très difficile d'y aller ces dernières années. Mais Cisjordanie, je la connais bien. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de personnages qui sont extrêmement appréciés. Et il faisait partie de ces personnages appréciés par la population palestinienne parce qu'il incarnait une certaine forme de résistance. Alors, quand on parle de résistance aujourd'hui ici en France, on dit mais c'est scandaleux, c'est du terrorisme. Non, pour les Palestiniens, il faut comprendre, si on veut essayer d'analyser les choses de manière un peu plus globale, pour les Palestiniens, c'est une forme de résistance, évidemment. Et par conséquent, c'est quelqu'un qui était très populaire dans son village. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de manifestations aussitôt parce qu'il était très connu, très apprécié. En plus, c'était quelqu'un qui n'était pas sur la ligne des plus radicaux. Il était de ceux qui avaient essayé, combien c'était difficile, d'avoir avec le Fatah, avec le Fatah. Donc, il y a eu beaucoup de choses comme ça. Et c'est pas la première fois d'ailleurs qu'il y a des personnages qui sont comme ça capables de rassembler, qui sont assassinés. Ça a peut-être du sens, je n'en sais rien. On pourrait avoir une longue discussion là-dessus. En tout cas, ce qui est clair, c'est un personnage qui était très ancré dans la population et qui a fait un parcours politique important. Il a été dans les prisons palestiniennes, il a été arrêté à plusieurs reprises. Et ça, évidemment, du côté palestinien, c'est toujours vécu comme quelque chose de très positif. C'est-à-dire c'est la preuve, quand on va en prison, qu'on a été dans la résistance, qu'on s'est battu contre l'occupant. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'Israël est une puissance occupante en Cisjordanie, à Jérusalem-Est. Et Gaza, c'est un enfermement. C'était plus une occupation, mais ça revient au même, parce que les gens étaient dans une prison à ciel ouvert, comme on dit souvent, aussi libre que des détenus dans une prison. Ils peuvent bouger dans la cellule, mais ils ne peuvent pas en sortir. Et vous le disiez tout à l'heure, Harouri est évidemment présenté comme un terroriste par Israël. Est-ce qu'il a joué un rôle dans les attaques du 7 octobre 2023 ? Franchement, j'en sais rien. Beaucoup de gens glosent là-dessus, mais qui connaît vraiment le détail de ce qui s'est passé, qui a dit quoi et qui a fait quoi? Donc il est probable qu'un personnage qui est situé à ce niveau de la hiérarchie du Hamas et qui est très ancré en Cisjordanie, il est probable qu'il était dans le processus de décision. Mais je me garderais bien d'affirmer des choses que je ne connais pas. On n'en fait rien en réalité. Hein. C'est probable, on va dire. Voilà. Alors revenons à présent sur les conditions de son élimination, hein, pour reprendre la terminologie utilisée dans cette affaire. Harouri, il a été éliminé dans un des bastions du Hezbollah, près de Beyrouth, au Liban. C'est la première fois, hein, je crois, depuis la guerre de 2006, qu'Israël visait un tel lieu dans un bastion du Hezbollah. On imagine que c'est quand même un sacré camouflet pour le Hezbollah. Oui, mais la première chose, c'est d'abord que c'est une violation de la souveraineté du Liban. Et quand je parlais de l'assassinat de Cheikh Yassine en 2004, les Européens, la France, Jacques Chirac, qui était président de la République à cette époque-là, avait dénoncé cet acte de violation du droit international. Donc c'est d'abord un acte de violation du droit international, puisque la souveraineté du Liban était mise en question. Ensuite, effectivement, ça se passe dans un quartier qui est un quartier tenu par le Hezbollah, où il est très implanté, et clair, c'est une forme de provocation. Mais en même temps, peut-être qu'il y a de bonnes raisons pour qu'il soit installé là, parce qu'effectivement, il y a des contacts très, très étroits avec le Hezbollah. Cela dit, la réaction du Hezbollah est assez claire. Il va riposter, mais riposter de manière limitée. Oui, c'est ça, parce qu'effectivement, le Hezbollah a dit que cet assassinat ne resterait pas impuni. Aujourd'hui, on a eu cette salve de roquettes qui a visé notamment une base militaire israélienne dans le nord d'Israël. Mais on n'a pas l'impression finalement que l'offensive militaire du Hezbollah, elle monte d'un cran. On est toujours dans ces opérations peut-être de harcèlement quotidien de l'armée israélienne, mais qui sont très localisées finalement au nord du territoire israélien. Le Hezbollah n'a pas vraiment envie de s'engager dans cette guerre. Vous me posez une question et vous donnez la réponse. Pardon, non, mais c'est très bien, c'est tout à fait ça. Je crois que l'idée fondamentale pour le Hezbollah, d'ailleurs il l'a exprimé, Nasrallah, dans ses discours, l'idée fondamentale, c'est qu'évidemment ils sont solidaires des Palestiniens de Gaza et des Palestiniens de manière générale. Ils sont évidemment ennemis d'Israël, mais ce qui compte avant tout, c'est leurs intérêts nationaux. Ce sont des Libanais et aujourd'hui, le Hezbollah n'entend pas
Alors évidemment, il peut se passer des choses dans les prochains jours et tout peut être mis en question, mais fondamentalement, il n'entend pas entrer dans une guerre globale pour plein de raisons, parce que justement les intérêts du Liban seraient remis en question. Et il faut ajouter une chose aussi, c'est que le Liban aujourd'hui, et depuis maintenant 3-4 ans, est dans une situation économique absolument désastreuse, mais vraiment désastreuse. La livre libanaise s'est complètement écroulée. Pour vous donner juste un chiffre, il y a encore 3 ans, avec $1, vous aviez 1500 livres. Aujourd'hui, avec $1, vous en avez plus de 100 000. Autrement dit, la livre a fondu avec tout ce que ça implique comme paupérisation de la population libanaise. Et donc, il y a cet élément qui doit jouer. Évidemment, les intérêts nationaux au Liban, c'est aussi la réalité économique. Donc, je crois que d'un point de vue politique comme d'un point de vue économique, le Hezbollah ne va pas se lancer dans une guerre totale qui serait désastreuse pour le Liban, pour Israël aussi sûrement. Donc, on va rester dans cette espèce d'équilibre où on riposte, mais avec, comment dirais-je, des limitations. À provoquer, voilà, une réaction on provoque en essayant de faire en sorte sorte que la provocation soit maîtrisée. Je crois que c'est vraiment ça, ce qui se passe depuis plusieurs semaines, et ça semble-t-il, ça devrait durer, d'autant plus que les Iraniens, qui sont quand même très proches du Hezbollah, c'est le moins qu'on puisse dire, sont en dans la même posture. Ils ne veulent pas d'une déflagration qui serait globale, et donc qui ne serait pas maîtrisable. Je crois que c'est vraiment ça. On est dans cette... Alors même que la situation à Gaza est absolument... enfin, il n'y a pas de mots pour décrire ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, en termes de dévastation et de destruction. Il n'y a pas de mots, et vous parlez de dévastation, de destruction. Pour l'instant, effectivement, aucun signe ne nous dit que la guerre pourrait s'arrêter dans les prochaines semaines. En tout cas, on n'a pas l'impression qu'on se dirige vers ce scénario-là. Et pourtant, en Israël, les autorités réfléchissent déjà à l'après-guerre. Le ministre israélien de la Défense a présenté jeudi soir son plan d'après-guerre. Et alors ce plan, je le cite, il dit il ne prévoit ni Hamas, ni administration civile israélienne dans la bande de Gaza. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire plusieurs choses. La première, c'est qu'ils n'envisagent en aucun cas, ils n'ont pas une vision globale. C'est-à-dire qu'ils parlent de Gaza, ils ne parlent pas de la question globale qui veut dire Jérusalem-Est, qui était annexée, et la Cisjordanie. Autrement dit, on voit déjà que les Israéliens sont sur une posture qui exclut l'idée qu'on puisse vraiment penser l'avenir en termes politiques, comme le souhaite aujourd'hui la communauté internationale, comme l'a dit Biden et bien d'autres. C'est-à-dire réfléchir, après ces drames absolus, cette tragédie absolue, arriver à une table de négociation pour dire, voilà, il y a une situation d'occupation, elle est intenable, le Conseil de sécurité l'a dit et répété, par conséquent, négocions et faisons en sorte qu'il y ait une solution globale et pérenne. Ça ne peut être qu'une séparation des populations, c'est-à-dire un État palestinien à côté de l'État d'Israël. Ça, c'est complètement exclu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est extrêmement confus ce que disent aujourd'hui les Israéliens. Ils n'ont pas de vision. D'abord, ils écartent ce qui est fondamental, à ce stade en tout cas. Et par ailleurs, il y a plusieurs déclarations contradictoires. Il y a celle du ministre de la Défense dont vous avez parlé, qui dit, voilà, on va... En fait, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, on va faire en sorte de garder la main sur Gaza, et là encore, sans demander l'avis des Palestiniens, quoi. Donc c'est en fait une forme de réoccupation qui ne dit pas son nom, même s'il n'y aura plus forcément des militaires dans Gaza, mais ils seront tout autour. Alors, et puis il y aura, il après... Il prévoit, me semble-t-il, effectivement un contrôle militaire dans ce plan de la bande de Gaza. C'est pour ça que je résume en disant que c'est une forme d'occupation, c'est-à-dire qu'intervenir à n'importe quel moment, étant entendu que qu'est-ce qui se passe dans la bande de Gaza, dans le territoire de Gaza, qui est complètement très largement détruit. Aujourd'hui, vous avez une population de 2,3 millions d'habitants qui sont des réfugiés chez eux, et qui étaient déjà des réfugiés de 48, pour la plupart d'entre eux, ou des descendants de réfugiés. Et aujourd'hui, ils sont poussés du nord vers le sud, du sud vers l'est, de l'est vers le sud, du sud vers nulle part. Et c'est terrible. Donc, qu'est-ce que ça veut dire aussi ? Et vous avez des responsables israéliens, vous avez entendu ça, il y a eu plusieurs déclarations, qui disent qu'on les fasse partir. Qu'on les fasse partir. Alors, qu'on les fasse partir, mais pour aller où ? Ça, c'est la grande question. Alors, il y a plein de... Dans la presse israélienne, que je lisais encore, enfin, je la lis tous les jours, mais encore hier, il y avait un article sur pour aller où. Alors, certains parlent de choses complètement qui nous paraissent surréalistes. On va demander aux Européens d'en prendre 10 000 chacun. Oui, ou bien on va aller au Congo. Au Congo, voilà. En Égypte, mais tout le monde, cette fois-ci, comprend que c'est inacceptable, car ça s'appellerait, il faut bien peser les mots, du nettoyage ethnique, c'est-à-dire qu'on érase le territoire de sa population. Il y a même un chiffre qui a été donné par un important responsable israélien qui a dit qu'il faudrait qu'on en garde 100 à 200 000, c'est-à-dire 10% de la population palestinienne à Gaza. Donc vous voyez, ils sont dans la confusion la plus totale. Et puis sur le plan des résultats concrets, à part les destructions et les dévastations, ils n'ont pas obtenu les objectifs annoncés
c'est-à-dire mettre la main sur les responsables du Hamas, et puis, évidemment, faire revenir et trouver d'abord, pour les faire revenir, les otages. Pour l'instant, toute cette dévastation, toute cette destruction n'a mené, après tous ces 3 mois de guerre, rien de concret. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça, peut-être, qu'ils ont frappé à la Hourie, à Beyrouth, parce que ça, c'est une chose qui a donné une sorte de succès tactique à vendre à la population israélienne. Vous dites rien de concret, effectivement, au cours de ces 90 jours d'hostilité acharnée entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. Ça va être un nouveau défi, on imagine, pour le gouvernement de Benyamin Netanyahou, de faire en sorte que les différents membres de son gouvernement s'entendent sur ce plan d'après-guerre proposé par Yoav Gallant, le ministre de la Défense. Je crois qu'ils vont, pour l'instant... Ils vont se déchirer, il faut dire les... Ils sont déjà, comme vous le dites très bien, dans la déchirure. Et la première chose qui va se passer, quand la guerre s'arrêtera, et je l'espère très vite, il faudrait qu'il y ait un cessez-le-feu maintenant, parce que, puisque je dis qu'on va nulle part, il y a une impasse stratégique quelque part. Donc, puisqu'il y a une impasse stratégique, arrêtons et voyons ce qu'il est possible de faire au niveau international. Donc, la première chose qui se passera, et le premier qui en est conscient, c'est Netanyahou, c'est qu'il y aura une commission d'enquête qui va avoir la responsabilité. Netanyahou, qui avait déjà beaucoup de problèmes d'un point de vue judiciaire, mais là, évidemment, il a une popularité qui s'est complètement effondrée. Et à partir de là, il y a effectivement, entre les différentes factions du gouvernement, entre le centre-droit et l'extrême droite, il va y avoir des règlements de compte à couteau tiré, si j'ose dire. Ça va être extrêmement difficile. Et ils sont dans l'incapacité, il faut bien le comprendre, et c'est grave, de penser l'avenir. Ils le pensent uniquement en termes sécuritaires. Je crois que la sécurité, c'est quelque chose de fondamental pour les Israéliens, on est bien d'accord, mais c'est aussi un élément fondamental pour les Palestiniens. Et on pense toujours à la sécurité d'Israël sans penser à la sécurité des Palestiniens. Et donc, les Israéliens aussi montrent ou démontrent aujourd'hui leur incapacité de penser l'avenir véritablement et incapacité de penser le jour d'après, sauf dans les conditions, comment dirais-je, très squelettiques que vous évoquiez avec ce plan qui n'en est pas vraiment vrai. Très très court-termiste. C'est ça, exactement, très court. Alors Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, effectue actuellement une tournée au Moyen-Orient. C'est sa 4e depuis le début de ce conflit, depuis le 7 octobre 2023. Est-ce que les Américains arrivent encore à se faire entendre des Israéliens? Est-ce qu'ils peuvent jouer un rôle peut-être de médiateur ou peser dans les décisions qu'Israël prend? Je crois qu'il y a 2 choses. La première, c'est que les Américains restent complètement proches des Israéliens au point de fournir des armes, et donc de refuser un cessez-le-feu. Donc il y a cette première dimension. Et la seconde dimension, dans le voyage de Blinken, cette fois-ci en particulier, c'est d'essayer d'obtenir des Israéliens simplement qu'ils ouvrent quelques passages pour laisser passer l'aide humanitaire. Donc il y a une contradiction. Ils fournissent les armes d'un côté, sans faire de propositions politiques véritablement, et puis en même temps ils demandent l'aide humanitaire. Le problème, vous avez raison, c'est que même dans ces conditions, où pourtant les Américains jouent un rôle majeur à côté d'Israël en ce moment dans cette guerre terrible, dans ce massacre tout de même d'une population, il faut dire les choses comme elles sont, eh bien, les Israéliens ne les entendent pas, ne veulent pas les écouter. Je crois si on ne passe pas à un moment donné, comme ça a été fait, par exemple, à l'époque de James Baker ou de Bush, il y a bien des années, après la première intifada, au moment de Madrid en 91, eh bien, s'il n'y a pas des moyens de pression, il est clair que les Israéliens vont aller au bout, et j'ajouterais, de leur point de vue, c'est aller au bout de nulle part. Et une dernière question, Jean-Paul Chagnolot, il nous reste malheureusement qu'une trentaine de secondes. Pour revenir sur la population palestinienne, comment est-ce que vous voyez leur avenir et est-ce que ce peuple a un avenir? Je crois que, évidemment, le peuple a un avenir. Ça fait ce conflit à l'âge du siècle. C'est une séquence tragique qui se passe aujourd'hui. C'est pas simplement un moment de plus, c'est une séquence tragique. Et ce qu'il faut espérer, c'est que de cette séquence tragique sorte justement une réflexion sur l'avenir politique et par conséquent sur un règlement global qui implique forcément une négociation internationale avec une force d'interposition internationale et peut-être une direction vers 2 États, c'est-à-dire un État palestinien à côté de l'État d'Israël. Merci beaucoup, Jean-Paul Chagnolot, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes professeur émérite des universités et président de l'IRES.